Avez-vous déjà pensé qu'un simple geste fait dans la pauvreté pouvait hanter 3 générations d'une même famille? Automne 1947, dans un petit village viticole du Beaujolais, une jeune femme arrive à la coopérative, tenant son fils par la main. La guerre vient de finir, les ventres sont vides, et les gens troquent tout ce qu'ils ont pour survivre. Ce jour-là, devant des témoins silencieux, elle tend une bouteille de vin à un homme, sans imaginer que ce geste allait sceller le destin de son enfant pour toujours. Et des décennies plus tard, quand la vérité remonte à la surface, c'est toute une communauté qui devra affronter le poids de ce secret. Aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire dramatique inspirée de notre réalité, une histoire de honte, de silence et de réparation. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime, et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo. Ici, chaque histoire dramatique est une fenêtre ouverte sur le passé, et parfois, comprendre d'où l'on vient, c'est déjà une forme de guérison. Cette photographie a été trouvée dans une caisse de bois oubliée au fond de la coopérative vinicole de Saint-Romain-sur-Azergues en 2003. Sur le papier Kodak jauni par le temps, on distingue un homme jeune aux mains tachées de moue, un enfant pieds nus tendu vers une gourde et une main féminine offrant une bouteille de vin. Derrière eux, peints sur le mur de pierre, on lit encore les lettres délavées. QV 47. L'image semble banale, un instant de vendange parmi tant d'autres, mais cette main qui tend la bouteille cache le secret qui détruira 3 générations. Parce que cette femme au sourire net ne donnait pas seulement du vin, elle abandonnait son fils. Automne 1947. La France sortait à peine de la guerre et le Beaujolais portait encore les cicatrices de l'occupation. Dans les villages viticoles comme Saint-Romain, on vivait avec des cartes de rationnement jusqu'en 1949, selon les archives départementales du Rhône. Le pain était dur, le café était de la chicorée, et les queues devant les boutiques s'étiraient dès l'aube. Mais dans la cour de la coopérative, pendant les vendanges de septembre, il y avait au moins cette odeur de moût fermenté et de fer rouillé qui faisait oublier la faim. Les vignerons déchargeaient les hottes de raisin dans les pressoirs de bois et le jus coulait rouge et épais entre les pavés disjoints. C'est là, dans cette lumière oblique de fin d'après-midi, que tout a basculé. Lucien Rigal, 24 ans, fils de métayer, orphelin de père depuis 1940, portait une cuve de vendange sur l'épaule. Ses mains étaient noires de terre et de raisins écrasés. Il n'était rien dans la hiérarchie du village, juste un bras de plus pour la récolte. Mais il avait ce regard doux qui faisait que les gens lui confiaient leur fardeau, sans même y penser. Yvette d'Ambre arriva en fin de journée, tenant son fils Julien par la main. Elle avait 28 ans, veuve de guerre, serveuse au café de la place. Les registres de la coopérative la mentionnent comme auxiliaire temporaire pour cette vendange de 1947. Mais ce jour-là, elle titubait déjà. Pas de fatigue, de vin. Le contremaître distribuait les salaires en espèces et en nature, une bouteille de la production pour chaque travailleur. Yvette reçut la sienne, une cuvée 47 au bouchon de cire verte. Ses mains tremblaient en la prenant. Julien avait 2 ans. Pieds nus malgré le froid d'octobre, il grimpait sur les caisses de bouteilles vides, en tendant les bras vers tout ce qui brillait. Yvette le regardait avec cette expression que Lucien ne saurait nommer que des années plus tard. Une mère qui sait qu'elle est en train de perdre la guerre contre elle-même. Elle s'approcha de Lucien, qui chargeait une dernière cuve. Ils n'étaient pas amis. Juste 2 solitudes qui se croisaient au marché, où Lucien aidait parfois Yvette à porter ses sacs quand elle sortait du café en titubant. La conversation dégringola en quelques minutes. Yvette dit qu'elle n'avait personne pour garder le petit. Qu'elle devait partir pour Villefranche chercher du travail. Que ce serait juste quelques jours. Lucien, qui ne savait pas dire non, hocha la tête. Puis, dans un geste qui ressemblait à un pacte, Yvette lui tendit la bouteille de vin. « Pour le dédommager, dit-elle, pour sceller l'accord. » Lucien prit la bouteille d'une main et Julien dans l'autre. Personne n'écrivit rien, personne ne signa rien. Dans la confusion du patio, parmi les cris des porteurs et le bruit des charrettes,
Un enfant venait de changer de vie pour une bouteille de Beaujolais. Le photographe de la coopérative, mandaté chaque année pour documenter la vendange, saisit cet instant. Un homme aux mains sales, un enfant curieux, une main féminine offrant du vin. Puis Yvette disparut derrière la charrette des vendangeurs, sans se retourner. Lucien resta planté au milieu du patio, Julien contre sa hanche, la bouteille dans l'autre main. Le contremaître cria qu'il fallait finir avant la nuit. Personne ne remarqua que quelque chose d'innommable venait de se produire sous leurs yeux. Ou peut-être que tout le monde le remarqua, mais que personne ne voulut le nommer. La pauvreté avait ses propres règles, et le silence en faisait partie. Lucien rentra chez lui avec Julien endormi sur l'épaule. Sa mère, Margot Rigal, 52 ans, avait perdu 2 fils à la guerre. Le premier en 1940 dans les Ardennes, le second en 1944 dans un bombardement allié. Quand elle vit Lucien franchir le seuil avec cet enfant inconnu, elle ne posa qu'une seule question. Il a mangé. Lucien secoua la tête. Margot prépara une soupe de pain et de lait. Julien mangea en silence, les yeux ronds comme ceux d'un animal qui ne sait pas encore s'il est sauvé ou piégé. Cette nuit-là, Margot installa le petit dans le lit de son fils mort, celui près de la fenêtre qui donnait sur les vignes. Elle ne dit rien. Elle qui avait le cœur plus large que toutes les règles du monde venait d'accueillir le temps perdu sous son toit. Les jours passèrent, puis les semaines. Yvette ne revint pas. Le café de la place ferma brutalement en novembre, les créanciers ayant saisi les meubles. Le journal local Le Progrès mentionna la fermeture dans son édition du 18 novembre 1947, évoquant des dettes contractées auprès de fournisseurs de vin et d'alcool. Les rumeurs coururent. On disait qu'Yvette avait avancé des bouteilles au dépôt, qu'elle devait de l'argent partout, qu'elle avait été vue à Lyon dans un état lamentable. Mais personne ne la chercha vraiment. Le village, épuisé par 6 ans de guerre et de privation, avait appris à oublier vite. Les gens disparaissaient. C'était ainsi. Julien grandit dans la maison des Rigal comme un arbre planté dans une terre qui n'était pas la sienne mais qui le nourrissait quand même. Éloise, la sœur cadette de Lucien, avait 19 ans et des mains habiles pour la broderie. Elle enseignait à Julien à tracer les lettres dans la poussière des tonneaux. Margot lui donnait le même pain dur trempé dans le café de chicorée que les autres, le même banc à l'école communale aux fenêtres coincées. Lucien ne se disait pas père, il ne se disait rien. Il travaillait du lever au coucher du soleil, taillant les vignes en hiver, vendangeant en automne, et le soir, il apprenait à Julien à reconnaître les cépages au toucher. Un amour muet, celui qui n'ose pas se nommer de peur d'attirer le malheur. Les années 50 arrivèrent avec leurs promesses de reconstruction. Mais à Saint-Romain, la pauvreté restait collée au mur comme le mou séché. Julien avait 8 ans en 1953, et déjà ce regard d'enfant qui devine qu'il n'est pas tout à fait comme les autres. À l'école, quand la maîtresse demandait le nom des parents, il hésitait. Rigal, finissait-il par dire, avec cette incertitude dans la voix qui faisait ricaner les autres enfants. Les registres paroissiaux de Saint-Romain montrent que Julien ne figura jamais dans les listes de baptême, cette absence documentaire qui le poursuivrait jusqu'à l'âge adulte. Margot, elle, l'aimait avec cette férocité des femmes qui ont perdu et qui refusent de perdre encore. Elle lui donna le seul cadeau coûteux qu'elle put s'offrir, une paire de chaussures du dimanche, achetée avec les économies de 3 mois de couture. Mais cet amour avait son prix. Elle protégeait Julien au point de l'étouffer. Ne le laissait pas jouer trop loin. Ne le laissait pas monter aux arbres. Ne le laissait pas oublier, même un instant, qu'il n'était là que par la grâce fragile de leur silence. L'enfant grandit avec la peur comme deuxième peau. Lucien, lui, portait une culpabilité qui lui rongeait les nuits. Il n'avait jamais officialisé la garde de Julien. Aucun papier. Aucun tribunal. Juste une bouteille de vin échangée contre un enfant, et la terreur constante que quelqu'un vienne frapper à la porte pour reprendre le petit. Les archives départementales du Rhône révèlent que, dans les zones rurales des années 40 et 50, des dizaines d'enfants vivaient ainsi dans un vide juridique, confiés de fait à des familles sans aucun processus légal. L'État, débordé par la reconstruction, fermait les yeux. Mais Lucien ne fermait pas les siens.
Il vivait dans l'attente d'un malheur qui ne venait pas, et cette attente le dévorait. Il y avait aussi ces moments où, regardant Julien aider aux vendanges avec ses petites mains maladroites, Lucien se surprenait à penser « Pourquoi moi ?» Un ressentiment bref, honteux, qu'il chassait aussitôt mais qui revenait lancinant. Parce qu'aimer un enfant qui n'est pas le vôtre, c'est aussi accepter de porter le poids de la faute d'une autre. Et certains jours, ce poids semblait trop lourd. Julien sentait tout cela. Les enfants sentent toujours. Il voyait le regard de Lucien qui fuyait quand on lui demandait « C'est ton fils ?» Il entendait les chuchotements à la sortie de l'école. « Le petit de la bouteille », murmuraient les commères. « Celui dont la mère a disparu. » À 10 ans, Julien commença à se battre. Pas pour se défendre, pour faire mal. Il cassait des barriques dans la cave de la coopérative, arrachait les vignes nouvellement plantées, criait sur Éloise quand elle essayait de le câliner. Une rage sans nom qui cherchait un coupable et n'en trouvait aucun. 1. Le bal des vendanges. Julien avait 11 ans et refusait d'y aller. Margot insistait, Éloise le suppliait. Finalement, il céda, mais resta dans un coin, à regarder les danseurs avec cette expression de celui qui sait qu'il ne méritera jamais d'être heureux. C'est là qu'il vit Hélène Vallon pour la première fois. Elle avait 22 ans, fille de négociant en vin, éduquée à Lyon, revenue au village par curiosité pour les traditions viticoles que son père méprisait. Elle portait une robe simple mais bien coupée, et ses mains n'avaient pas les cales des travailleuses des vignes. Hélène remarqua Julien immédiatement. Pas parce qu'il était beau, il ne l'était pas encore, mais parce qu'il avait ces yeux de pluie qui contiennent trop de tristesse pour un si jeune âge. Elle s'approcha, lui tendit un verre de limonade. Il le refusa. Elle sourit quand même. « Tu as les yeux de quelqu'un qui attend quelque chose qui ne viendra pas, » dit-elle. Julien la regarda, stupéfait qu'on puisse dire tout haut ce qu'il pensait tout bas. Puis il partit en courant. Les mois suivants, Hélène revint souvent à la coopérative. Elle prétendait vouloir apprendre le métier du vin pour aider son père. En vérité, elle cherchait à comprendre ce garçon au silence trop lourd. Elle parlait avec les anciens, posait des questions. C'est ainsi qu'elle entendit, par bribes, l'histoire de la femme qui avait laissé son fils. Mais personne ne voulait vraiment en parler. Le silence était devenu une seconde nature. Un après-midi de novembre 1957, Hélène descendit au sous-sol de la coopérative pour chercher de vieilles bouteilles que son père voulait expertiser. Elle trébucha sur une caisse en bois, renversant son contenu. Des bocaux vides, des outils rouillés, et au fond, protégé par un carton jauni, une photographie. Le papier Kodak portait encore le grain caractéristique des années 40. On y voyait un homme jeune aux mains sales, un petit garçon pieds nus tendu vers une gourde, et une main de femme offrant une bouteille. Derrière, sur le mur, on lisait « Cuvée 47 ». Hélène reconnut immédiatement le sourire de la femme, Yvette d'Ambre. Elle l'avait vue, enfant, au café de ses parents, toujours un verre à la main, toujours ce rire trop fort qui cachait mal la douleur. Elle regarda l'enfant sur la photo. Les mêmes yeux que Julien, les mêmes mains fines, le même air de quelqu'un qui ne sait pas encore qu'il vient d'être abandonné. Hélène remonta de la cave, la photo dans sa poche, le cœur battant. Elle ne la montra à personne, pas encore. Parce qu'elle comprenait qu'il y a des vérités qu'on ne peut pas jeter au visage des gens sans les détruire. Mais elle ne put s'empêcher de chercher plus loin. Elle questionna les anciennes clientes du café, celles qui se souvenaient. Yvette? Oh, elle buvait déjà avant que son mari ne meure à la guerre. Après, c'est devenu pire. Elle disparaissait des jours entiers. Le petit pleurait, seul dans l'arrière-boutique. Des études médicales françaises des années 50 révèlent que les cas de dépendance à l'alcool chez les veuves de guerre avaient explosé. Une épidémie silencieuse que personne ne voulait nommer. Yvette n'était pas une exception. Elle était une statistique. Hélène confronta Julien des mois plus tard, au printemps 1958. Elle ne lui montra pas la photo. Elle lui demanda simplement « Est-ce que tu sais pourquoi tu es resté ?» Julien, alors âgé de 13 ans, la regarda avec une haine si pure qu'Hélène recula. « Parce que je ne valais rien », cracha-t-il. « Parce qu'elle a préféré le vin à moi. » Hélène secoua la tête.
Non, parce qu'elle était malade, et que personne ne l'a aidée. Cette conversation planta quelque chose dans l'esprit de Julien. Pas le pardon, mais la première fissure dans la certitude qu'il était responsable de son propre abandon. Julien entra dans l'adolescence comme on entre en guerre. À 15 ans, il était devenu apprenti tonnelier à la coopérative, les mains déjà expertes à façonner le chêne, l'oreille fine pour entendre quand une barrique sonnait juste. Mais son talent était gâché par un ressentiment qui le rendait invivable. Il refusait les compliments, fuyait les fêtes. Quand d'autres garçons de son âge courtisaient les filles au bal, lui restait dans l'atelier, à frapper le bois jusqu'à ce que ses paumes saignent. Hélène, elle, ne renonçait pas. Elle venait le voir chaque semaine, sous prétexte d'apprendre le métier du vin. En vérité, elle cherchait à briser le mur qu'il construisait autour de lui. Mais parfois, sa présence le blessait plus qu'elle ne l'aidait. Parce que Hélène venait d'un monde où les enfants avaient des actes de naissance, des arbres généalogiques, des certitudes. Julien, lui, n'avait rien. Pas de papier, pas de nom légal. Les archives départementales du Rhône montrent que jusqu'en 1960, la loi française exigeait un processus d'adoption complexe que peu de familles rurales pouvaient se permettre. Julien existait dans un vide juridique, invisible aux yeux de l'État. Ce vide le poursuivait. À 17 ans, il voulut s'engager comme ouvrier à Lyon. On lui demanda sa carte d'identité. Il n'en avait pas. On lui demanda son acte de naissance. Margot dut avouer qu'il n'en avait jamais eu. Le recruteur le regarda avec suspicion et ferma le dossier. Julien rentra à Saint-Romain ce soir-là avec une rage qui lui brûlait la gorge. Il cassa 3 barriques neuves dans l'atelier. Lucien le trouva assis par terre, les mains ensanglantées, pleurant pour la première fois depuis des années. Il ne dit rien. S'assit à côté de lui, resta là jusqu'à ce que les sanglots s'épuisent. Margot, elle, vieillissait mal. Ses mains déformées par l'arthrite ne pouvaient plus coudre. Elle toussait des nuits entières, cette toux rauque qui sent la faim. En 1962, le médecin diagnostiqua une pneumonie chronique. Elle avait 67 ans et le corps usé de quelqu'un qui en avait 80. Alitée dans la chambre qui donnait sur les vignes, elle appela Lucien un soir de mars. « Il faut que tu dises la vérité », murmura-t-elle. « Il faut que tu donnes un nom à ce qui a été fait. » Lucien promit. Il promit sans savoir comment tenir cette promesse. Margot mourut 3 jours plus tard. L'enterrement eut lieu à la chapelle de Saint-Romain, la même qui avait vu tant de deuil pendant la guerre. Julien, alors âgé de 17 ans, resta debout près du cercueil sans verser une larme, pas par dureté, par épuisement. Il avait l'impression que toute sa vie n'était qu'une suite de pertes qu'il n'avait pas choisies. Hélène se tenait à l'arrière de la chapelle. Elle croisa son regard. Il détourna le sien. 2 semaines après l'enterrement, Lucien convoqua une réunion inhabituelle. Il demanda au conseil de la coopérative, à Hélène et à Julien de se réunir dans la salle commune. L'atmosphère était lourde. Personne ne comprenait pourquoi Lucien, d'habitude si effacé, avait exigé cette assemblée. Les hommes s'assirent autour de la longue table de bois. Julien resta debout près de la porte, prêt à fuir. Lucien se leva. Ses mains tremblaient. Il avait porté ce secret pendant 15 ans, et il savait qu'en le dévoilant, il risquait de tout perdre. Mais la promesse faite à sa mère pesait plus lourd que la peur. Il parla d'une voix basse, sans regarder personne. En 1947, j'ai pris une bouteille, et je suis resté avec un enfant qui n'était pas le mien. Les mots tombèrent dans le silence comme des pierres dans un puits. J'ai attendu que sa mère revienne. Elle n'est jamais revenue. J'ai eu tort de me taire. Le conseil resta muet. Certains savaient déjà, d'autres découvraient. Mais tous comprenaient que Lucien venait de briser le pacte de silence qui tenait le village ensemble. Julien, lui, sentit ses jambes se dérober. Ce n'était pas une révélation. C'était une confirmation. Lucien n'était pas son père. Ne l'avait jamais été. N'était qu'un homme qui avait pris pitié d'un enfant abandonné et qui, par lâcheté ou par amour, n'avait jamais osé dire la vérité. Julien sortit sans un mot. Il marcha jusqu'à la coopérative, monta dans l'atelier où il passait ses journées, et resta là, assis sur le sol froid, à regarder les outils suspendus au mur.
Hélène le retrouva 1 heure plus tard. Elle ne dit rien, s'assit à côté de lui. Finalement, Julien parla. Il aurait dû me le dire. Il aurait dû me dire que je n'étais rien pour lui. Hélène secoua la tête. Tu es tout pour lui. C'est pour ça qu'il avait trop peur de parler. Les mois qui suivirent furent glaciales. Julien évitait Lucien. Lucien, rongé par la culpabilité, travaillait jusqu'à l'épuisement. Éloise essayait de faire le pont entre eux, mais chaque tentative se heurtait au mur de ressentiment que Julien avait érigé. Hélène, elle, continuait à venir. Pas pour consoler. Pour rappeler à Julien qu'il avait le droit d'être en colère, mais pas le droit de s'enfermer dans cette colère, jusqu'à en mourir. À 18 ans, Julien obtint enfin des papiers d'identité. Un processus administratif long et humiliant, nécessitant des témoignages de voisins, des attestations de l'école et une reconnaissance tardive par Lucien devant un juge. Les archives de la mairie de Saint-Romain conservent la trace de cette procédure exceptionnelle, une des rares de ce type dans la région. Sur les documents officiels, Julien devint Julien Rigal, fils adoptif de Lucien Rigal. Pas fils adoptif. Une distinction qui pesait comme une pierre. Mais quelque chose commença à changer, lentement, imperceptiblement. Julien laissa Lucien entrer dans l'atelier, d'abord juste pour déposer du bois, puis pour rester quelques minutes. Puis pour travailler côte à côte en silence. Ils ne parlaient pas, mais leurs mains parlaient dans le rythme partagé du marteau sur le cercle de fer, dans la précision des gestes transmis sans mots. Hélène, elle, montra enfin la photographie à Julien. C'était un soir d'été 1965. Ils étaient assis sur le muret de la coopérative. Elle sortit la photo de sa poche, la posa entre eux. Julien la regarda longuement. L'enfant pieds nus, la main offrant la bouteille, le sourire de sa mère. Il ne pleura pas. Demanda simplement « Tu crois qu'elle a pensé à moi après ?» Hélène répondit avec une honnêteté brutale. « Je crois qu'elle a essayé d'oublier. » Parce que ce souvenir aurait été trop douloureux. Julien hocha la tête. C'était la première fois qu'il acceptait que sa mère n'était pas un monstre. Juste une femme brisée qui avait fait le pire choix possible. Septembre 1967. 20 ans exactement après la vendange qui avait tout changé. Julien avait 22 ans, les mains d'un maître tonnelier et le cœur d'un homme qui avait appris à vivre avec une blessure qui ne guérissait pas. Il travaillait à la coopérative, respecté pour son talent, évité pour son caractère. Hélène et lui se fréquentaient depuis 2 ans, une relation faite de silence partagé et de conversations difficiles. Elle savait qu'il ne pourrait jamais vraiment l'aimer tant qu'il n'aurait pas fait face à celle qu'il avait abandonnée. C'est pour ça qu'elle avait cherché Yvette. Pendant des mois, elle avait interrogé les commerçants de vin de la région, suivi les traces d'une femme qui avait sombré dans l'alcool et la misère. Elle avait fini par la retrouver à Bordeaux, dans un hospice pour indigents. Hélène ne lui avait pas dit que Julien voulait la voir. Julien ne savait même pas qu'elle la cherchait. Hélène avait juste dit à Yvette « Votre fils mérite de savoir pourquoi ». Yvette avait accepté, pas par courage. Par épuisement, le jour arriva sans prévenir. Un samedi de vendange, le ciel clair et froid. Un car Citroën s'arrêta sur la place de Saint-Romain. Monsieur Borel, négociant en vin de Bordeaux et vieil ami du père d'Hélène, en descendit. Il aida une femme à sortir. Elle marchait avec difficulté, comme si chaque pas lui coûtait. Ses mains tremblaient, jaunies par la maladie du foie. Ses cheveux gris pendaient sales sur ses épaules. Elle avait 48 ans et en paraissait 70. Les gens s'arrêtèrent. Ceux qui se souvenaient figèrent sur place. Ceux qui ne se souvenaient pas sentirent quand même que quelque chose de grave était en train de se produire. Yvette ne marcha pas vers la coopérative. Elle resta appuyée contre le mur de la mairie, comme si elle n'avait pas le droit d'avancer. Hélène était là, les larmes aux yeux. Elle n'avait pas prévenu Julien. Elle savait que s'il avait su, il aurait fui. Julien sortit de l'atelier pour chercher un outil. Il vit la foule silencieuse sur la place. Vit Hélène qui pleurait. Vit la femme appuyée contre le mur. Leurs regards se croisèrent. Il n'eut pas besoin de demander qui elle était. Son corps savait avant son esprit.
Il sentit ses jambes se dérober, s'appuya contre le chambranle de la porte. 20 ans d'attente et de colère venaient de s'effondrer en une seconde. Il ne courut pas vers elle, ne cria pas, marcha lentement, comme on marche vers quelque chose qu'on a redouté toute sa vie. Il s'arrêta à 1 mètre d'elle. Les statistiques médicales de l'époque révèlent que l'espérance de vie d'une alcoolique chronique comme Yvette ne dépassait guère les 50 ans. Elle était déjà en train de mourir. Julien posa la seule question qui comptait. Pourquoi? Un seul mot. 20 ans de souffrance condensée en 5 lettres. Yvette ne détourna pas le regard. C'était peut-être la seule chose courageuse qu'elle avait faite depuis 20 ans. « Je buvais plus que je ne t'aimais », dit-elle d'une voix cassée. « Et quand j'ai compris que je t'avais perdu, il était déjà trop tard pour revenir. Pas d'excuses, pas de « j'étais malade, je ne savais pas ce que je faisais ». Juste la vérité nue, insupportable. Lucien arriva en courant, attiré par le silence anormal de la place. Quand il vit Yvette, quelque chose se brisa en lui. Lui qui avait toujours été le pacificateur, lui qui avait passé 20 ans à protéger Julien en silence, explosa. Il se plaça entre Julien et Yvette, le corps tremblant de rage. « Vous n'avez pas le droit d'être là !» cria-t-il. « Vous n'avez pas le droit d'apparaître maintenant et de détruire ce qu'il a construit. » Ce fut Julien qui calma Lucien. Ce fut Julien qui posa une main sur l'épaule de l'homme qu'il avait élevé et dit doucement « Elle ne peut plus rien détruire. J'ai déjà été détruit. Maintenant, je choisis de me reconstruire. » Lucien se retourna, vit les yeux de Julien, et comprit que le garçon était devenu un homme sans qu'il s'en aperçoive. Julien regarda à nouveau Yvette. Elle était pitoyable. Une épave humaine que la vie avait broyée. Il ne ressentait plus de haine, juste une immense tristesse pour cette femme qui avait été sa mère, et qui n'était plus qu'une ombre. Il tendit la main. Pas pour la serrer, juste pour qu'elle puisse la toucher. Yvette posa ses doigts tremblants sur la paume calleuse de son fils. « Tu as les mains de ton grand-père » murmura-t-elle. Il était tonnelier aussi. C'était la première fois qu'elle lui donnait un lien avec son passé, un morceau d'identité qu'il n'avait jamais eu. Puis elle se retourna et repartit vers la voiture avec M. Borel. Elle ne promit pas de revenir, ne demanda pas pardon, dit juste « Merci d'avoir survécu ». La voiture démarra. Yvette ne se retourna pas. Elle disparut comme elle était venue, laissant derrière elle un village figé et un homme qui venait de voir le fantôme de son enfance se matérialiser et s'évaporer en 10 minutes. Julien resta immobile au milieu de la place. Puis il marcha jusqu'à la coopérative, entra dans le bâtiment et se dirigea vers le mur où était peinte la vieille inscription « QV 47 ». Il posa la paume contre les lettres, comme s'il voulait les effacer ou les graver plus profondément, on ne savait pas. Hélène le rejoignit. Il ne lui en voulait pas, il comprenait qu'elle avait fait ce qu'il n'avait pas eu le courage de faire lui-même. Quand il se retourna, Lucien était là aussi. 2 hommes qui avaient partagé 20 ans de silence et de non-dit. Julien fit un pas, puis un autre, et il serra Lucien dans ses bras pour la première fois depuis l'enfance. Lucien pleura, pas des larmes discrètes. Un sanglot profond, rauque, celui d'un homme qui avait porté un poids trop lourd pendant trop longtemps. Julien murmura dans son oreille, « Tu es mon père, pas parce que tu m'as fait, mais parce que tu es resté. » Lucien s'effondra. C'étaient les mots qu'il avait attendus pendant 20 ans. Les jours suivants, Julien et Hélène parlèrent longuement. Elle lui avoua qu'elle avait peur qu'il ne lui en veuille d'avoir fait revenir Yvette. Julien secoua la tête. « Je te déteste pour ça, » dit-il. Puis, après un silence, « Et je t'aime pour ça. » Hélène comprit que c'était la déclaration la plus honnête qu'elle aurait jamais. Yvette d'Ambre mourut 6 ans plus tard, en mars 1973, dans un hospice de la périphérie de Bordeaux. Les registres de décès mentionnent cirrhose hépatique avancée, sans famille présente. Elle avait 54 ans. Monsieur Borel contacta Hélène, qui prévint Julien. Il ne se rendit pas à l'enterrement. Mais il envoya des fleurs avec un mot écrit de sa main. « Vous m'avez donné la vie. D'autres m'ont appris à la vivre. Les 2 comptent. » Ce n'était pas un pardon. C'était une reconnaissance. Entre 1967 et 1973, Julien avait changé.
Pas miraculeusement, pas du jour au lendemain, mais lentement, comme un arbre qui se redresse après une tempête. Il épousa Hélène en 1969 dans la petite chapelle de Saint-Romain. Lucien pleura pendant toute la cérémonie. Ils montèrent ensemble un atelier de fabrication de barriques, utilisant le chêne de la région et des techniques transmises de génération en génération. Les archives de la Chambre de commerce de Villefranche enregistrent la création de Atelier Rigal et Vallon en janvier 1970. Leur fils, Marc, naquit en 1971. Quand Julien le tint dans ses bras pour la première fois, il eut peur. Une peur panique de répéter les erreurs, de ne pas savoir aimer, de transmettre sa propre blessure. Les premiers mois furent difficiles. Il était distant, maladroit. Hélène dut le forcer à prendre le bébé, à le bercer, à accepter que l'amour pouvait exister sans douleur. Progressivement, Julien apprit. Il apprit que la paternité n'était pas une malédiction, mais un choix qu'on refait chaque jour. Lucien vieillit en travaillant dans les vignes jusqu'à ce que ses jambes ne le portent plus. En 1978, à 65 ans, il réunit le conseil de la coopérative pour une dernière demande. Il voulait qu'on crée une tradition, que chaque année, lors de la vendange, un baril de la récolte soit mis de côté et vendu aux enchères. L'argent servirait à financer les études d'un jeune de la commune élevé sans parents. Ce baril s'appellerait Cuvée Julien. Ce n'était pas de la charité. C'était une politique, un pacte entre le village et sa propre conscience. Le conseil accepta. La première cuvée Julien fut mise en vente en septembre 1979. Elle rapporta assez pour payer 3 ans d'école à une jeune fille dont les parents étaient morts dans un accident de voiture. Les archives de la coopérative montrent que cette tradition se perpétua chaque année, finançant les études de 17 jeunes sur 4 décennies. Pas un centre communautaire pompeux, juste un geste annuel qui transformait la culpabilité en soin. Lucien mourut paisiblement en 1982, dans son sommeil, après une journée passée à regarder les vignes qu'il avait taillées toute sa vie. Julien porta son cercueil avec ses propres filles, Marc alors âgé de 11 ans. À l'enterrement, Julien parla devant l'assemblée. Il dit simplement « Cet homme n'était pas mon père biologique, mais il a été plus père que beaucoup qui portent ce nom. » Les vieux du village hochèrent la tête. Certains pleurèrent. Les années passèrent. Julien devint un homme respecté. Son atelier prospéra. Marc grandit en apprenant que l'héritage n'était pas seulement la terre ou l'argent, mais aussi la manière dont on nomme la douleur pour qu'elle ne se répète pas. Hélène lui raconta l'histoire de la photographie, sans rien cacher. Marc comprit que sa famille était construite sur une fêlure, mais que cette fêlure n'était pas une faiblesse. C'était ce qui les rendait humains. En 2003, Marc, alors âgé de 32 ans et père de 2 enfants, décida de restaurer la vieille photographie que sa mère avait gardée pendant des décennies. Il la porta chez un restaurateur à Lyon, qui nettoya le verre, corrigea le passe-partout, stabilisa le papier Kodak fragilisé. Puis Marc la ramena à Saint-Romain et la suspendit dans la salle principale de la coopérative, là où les vignerons se réunissaient chaque semaine. Il ajouta une plaque discrète en dessous, pas de long discours. Juste ces mots. Dans cette cour en 1947, la pauvreté nous a appris à nous taire. Aujourd'hui, nous choisissons de ne pas répéter. C'était une façon de dire que le silence n'était plus une option, que les histoires devaient être racontées, même quand elles faisaient mal. Chaque année, en septembre, lors des vendanges, Marc organisa une table de partage. Pas un événement officiel. Juste une longue table dressée dans la cour de la coopérative, où les vignerons, les anciens ouvriers, les nouveaux migrants venus travailler les vignes, s'asseyaient ensemble pour boire la cuvée Julien de l'année et raconter leurs histoires. Histoires de perte, de deuil, de silence brisé. Pas pour se lamenter, pour se souvenir que chacun portait ses fêlures et que ces fêlures, nommées, devenaient supportables. Julien, âgé maintenant de 68 ans, vint à la première table en 2013. Il avait longtemps refusé. Les fêtes lui faisaient encore peur. Mais Marc insista. « Tu as passé ta vie à croire que tu ne méritais pas d'être heureux. Il est temps d'arrêter. » Julien s'assit au bout de la table. Hélène à ses côtés,
Marc face à lui, et autour, des visages qu'il connaissait depuis l'enfance. On porta un toast. Julien leva son verre. Ses mains tremblaient un peu, celles d'un homme qui avait travaillé toute sa vie. Il but une gorgée, puis ses yeux se posèrent sur la photographie accrochée au mur, la main féminine offrant la bouteille, l'enfant pieds nus, l'homme aux mains sales. Il ne ressentait plus de haine, plus de colère, juste une reconnaissance étrange que tout cela était arrivé, qu'il avait survécu, et que d'autres, grâce à lui, n'auraient pas apporté le même poids. Après le repas, Marc emmena ses deux fils dans l'atelier de tonnellerie. Julien les suivit, marchant lentement. Il regarda Marc enseigner aux enfants comment lire le grain du bois, comment frapper le cercle de fer pour qu'il sonne juste. C'étaient les mêmes gestes que Lucien lui avait transmis 60 ans plus tôt, dans ce même atelier, sans un mot. Le plus jeune des petits-fils, Théo, 5 ans, s'approcha de Julien avec un verre d'eau. « Papy, tu veux boire ?» Julien prit le verre, sourit, puis il prit la main de l'enfant et la posa sur le bois d'une barrique inachevée. « Tu sens ?» dit-il. « C'est du chêne du Beaujolais. Il a 100 ans. Il a connu la guerre, la paix, la pluie, le soleil. Maintenant, il devient quelque chose d'utile. » L'enfant hocha la tête, même s'il ne comprenait pas vraiment. Julien répéta les mêmes mots que Lucien lui avait dit jadis. Le vin, c'est du raisin, du temps et de la terre. Mais les barriques, c'est ce qui leur donne le goût. Comme les gens. On devient ce qu'on devient à cause de ce qui nous contient. Théo sourit et courut rejoindre son frère. Julien resta seul un instant dans l'atelier. Il regarda ses mains. Vieilles, calleuses, marquées par 60 ans de travail. Les mêmes mains que sa mère avait abandonnées pour une bouteille de vin. Les mêmes mains que Lucien avait prises et protégées. Les mêmes mains qui avaient construit des barriques, élevé un fils, et maintenant, touchèrent les mains de ses petits-enfants. Il ferma les yeux, respira l'odeur du chêne et du vin. Et pour la première fois de sa vie, il sentit quelque chose qui ressemblait à la paix, pas le pardon, pas l'oubli, juste la certitude que ce qui avait été brisé avait été réparé autant qu'il pouvait l'être, et que c'était suffisant. La photographie reste accrochée dans la coopérative de Saint-Romain-sur-Azergues, là où elle a toujours appartenu. Pas dans un musée où elle serait une curiosité historique. Mais dans la salle où les vignerons se réunissent, où la cuvée Julien est mise aux enchères chaque septembre, où les histoires continuent d'être racontées, parce que certaines images ne sont pas faites pour être admirées de loin. Elles sont faites pour nous rappeler que derrière chaque visage, il y a une histoire. Et que ces histoires, aussi douloureuses soient-elles, méritent d'être nommées, partagées et transformées en quelque chose qui ressemble à de l'espoir. Et c'est ainsi que l'histoire de la cuvée 47 se termine, une histoire fictionnelle, mais inspirée de tant de réalités humaines, la pauvreté, la honte, le silence et cette lente reconstruction qui passe par l'amour et la transmission. Car parfois, le pardon n'est pas un acte unique. C'est un travail, une façon d'habiter la douleur sans qu'elle nous détruise. Ce que Julien a appris, c'est qu'on ne choisit pas toujours d'où l'on vient, mais qu'on peut choisir ce qu'on fait de ce qu'on a reçu. Qu'auriez-vous fait à la place de Lucien, ce jeune homme qui a pris un enfant sans savoir ce que cela changerait? Pensez-vous qu'on puisse vraiment se libérer d'un secret transmis en silence? Et surtout, croyez-vous que certaines fautes puissent être réparées, même des décennies plus tard? Si vous êtes resté jusqu'à la fin, écrivez le mot « réparation » dans les commentaires pour que je sache que vous avez marché jusqu'au bout de cette histoire. Dites-moi aussi de quelle ville vous nous regardez, et si, dans votre famille, il existe des histoires anciennes, peut-être oubliées, que vous aimeriez voir renaître ici, sous forme de récit. Ces témoignages, même fictifs, aident à préserver notre mémoire collective. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui croit encore que les histoires, même les plus douloureuses, peuvent guérir. Et si vous voulez continuer ce voyage, cliquez sur le prochain épisode. Une autre histoire où le passé revient, non pour punir, mais pour éclairer.